Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir ici pour cette 5e édition organisée par la Fédérec concernant la journée internationale du recyclage. J'ai entendu justement un décompte de 5 secondes, c'est donc bien cette 5e édition et on va tenter de vous éclairer cette question avec 5 intervenants. Voilà, on a déjà un chiffre clé et je vais bien sûr compter sur vous ici dans la salle et à distance pour poser au moins 5 questions chacun. Voilà, donc je compte vraiment sur votre interactivité, c'est tout l'intérêt aussi de pouvoir maintenant être en présentiel, c'est que vous puissiez poser des questions à nos intervenants. N'hésitez pas même à le faire dès que vous en avez une qui vous vient, sans forcément attendre le dernier quart d'heure. On va essayer de rendre cet échange le plus dynamique possible. Alors ça va être un échange qui va être hybride malgré tout, puisqu'on a 2 intervenants qui sont à Bruxelles, ce qui est finalement pas totalement anormal quand on parle d'Europe, puisque je vous rappelle la problématique et notre questionnement ce matin. Le déchet comme ressource, l'Europe s'engage vers plus de réglementation et on verra ensemble comment cette nouvelle réglementation est comprise, est perçue, est analysée et les différents, on va dire, on pourrait presque parler de Big Bang même par moment, enfin, c'est-à-dire que les effets provoqués par cette réglementation sont assez importants et on va en discuter ensemble. Alors je vais vous présenter nos intervenants, on va essayer de se connecter déjà à distance pour voir si tout se passe bien, avec Arnaud Brunet, donc, qui est normalement à Bruxelles, qui est le directeur général du Bureau international du recyclage. Est-ce qu'il nous voit, est-ce qu'on le voit, est-ce qu'on l'entend? On va tenter ça avec la régie. Ah, merveilleux. Arnaud Brunet, vous nous entendez bien? Voilà, donc vous nous entendez-vous bien, mais nous on ne vous entend pas, donc c'est peut-être le micro qui n'est pas activé. Regardez si votre micro est activé. Et le temps que vous activiez votre micro, je vais Ça devrait voir marcher mieux maintenant. Bonjour de Bruxelles. Voilà, bonjour de Bruxelles, on vous entend bien. Emmanuel Katrakis, est-ce que vous nous entendez aussi? Oui, bonjour de Bruxelles également. Voilà, micro et caméra activés. Parfait. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est déjà de faire un petit tour de table rapide pour vous présenter l'institution ou la fédération que vous incarnez, de manière bien sûr courte, efficace et brillante, puisqu'on va essayer de rendre cet échange le plus dynamique possible. Alors, on va commencer avec vous, Olivier François. Oui, bonjour, merci. Olivier François. Donc, je travaille dans une entreprise spécialisée dans le recyclage des métaux et des plastiques qui s'appelle Gallo, qui est une entreprise franco-belge. Et je suis au sein de la Fédération des entreprises des recyclages Fédérec, président de la Commission internationale et tout récemment élu président de la Confédération européenne des industries du recyclage. C'était la semaine dernière. Donc voilà, je vais aujourd'hui représenter cette institution avec son secrétaire général que vous avez cité tout à l'heure, qu'on vient de voir à l'écran, Emmanuel Katrakis, qui est aussi présent avec nous. Justement, on va enchaîner avec Emmanuel Katrakis, comme ça on va faire une sorte d'hybridation distancielle, présentielle. Emmanuel Katrakis, est-ce que vous pouvez répondre à cette question aussi de votre présentation? Comme ça on va un peu tester la fluidité un peu de l'échange à distance. Oui, donc je dirige EURIC, qui est la Confédération européenne des industries du recyclage. On est basé à Bruxelles et on représente la plupart des flux de recyclage au niveau européen. Nos membres sont pour la plupart des fédérations. Et donc, on est une sorte de courroie de transmission entre les industries du recyclage et les institutions européennes, tant au niveau politique qu'au niveau technique. Très bien, parfait, merci à vous. Arnaud Brunet, on enchaîne peut-être, comme ça on reste à Bruxelles. Oui, bonjour, je m'appelle Arnaud Brunet, donc je suis directeur général du BIR. Le BIR, c'est le Bureau international du recyclage, c'est la Fédération mondiale des industries du recyclage qui représente directement ou indirectement environ 30 000 sociétés dans 70 pays et qui a des membres qui sont à la fois corporate, des sociétés comme celle d'Olivier François, ou des fédérations nationales telles que Fédérec, bien sûr, qui est un membre fondateur du BIR en 1948, et EURIC, qui était aussi un des membres importants. Donc, je suis content de participer à cette journée avec vous et avec 2 membres essentiels du BIR. Voilà, plaisir évidemment partagé ici depuis Paris. Marcel Genet. Bonjour, je m'appelle Marcel Genet, je suis un consultant depuis un peu plus de 40 ans et je travaille essentiellement dans les métaux. Donc je suis désolé, j'ai beaucoup moins de choses à dire sur les autres substances qui sont pourtant tout aussi importantes. Je travaille à l'interface entre les entreprises qui utilisent de la ferraille, ferreuse et non ferreuse, comme matière première, et les entreprises
comme les vôtres ici, qui collectent et préparent ces matières premières. J'emploie le terme à dessein, puisque, selon moi, ce ne sont pas des déchets. Je pense que dans cette salle, on sera d'accord avec moi. J'ai dit que je travaillais à l'interface entre les deux, parce qu'effectivement, la clé de l'économie circulaire, dont tout le monde parle et tout le monde appelle de ses voeux, se trouve dans de meilleures et des relations de moyen et de long terme, des relations de partenariat entre ceux qui collectent et préparent et ceux qui utilisent. Et c'est de cela que je vous parlerai tout à l'heure. Voilà, on va évidemment parler de l'économie circulaire tout à l'heure, puisqu'elle est intrinsèquement liée par rapport à cette nouvelle réglementation. Puis on va terminer ce tour de table avec le plus jeune d'entre nous, Axel Daru. Bonjour. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Axel Daru, moi je suis membre du collectif EC 2022, qui est un collectif créé l'année dernière, qui regroupe 150 expertes et experts de l'économie circulaire, et qui se donne pour ambition de porter des mesures à l'agenda politique et public sur l'économie circulaire, et donc sur à la fois l'éco-conception et la fin de vie, pour répondre aux 3 R, donc de réduction, réemploi et de recyclage. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on va tout de suite commencer justement par une question de définition, puisque vous avez présenté le déchet comme ressource. Je rappelle que cet événement est aussi à l'encontre du grand public, donc on va essayer de vulgariser aussi. Et on voit que sur la question du définition, sur la question de comment on peut définir l'objet déchet, qui est sans doute déjà assez mal nommé, il y a déjà beaucoup de points de divergence qui peuvent d'ailleurs être à l'origine d'une mauvaise compréhension, que ce soit du monde politique, ou même parfois du monde industriel, ou même tout simplement du public. Alors peut-être... Arnaud Brunet, on va commencer avec Le Monde, du coup, et votre Bureau international du recyclage. Est-ce que vous pouvez nous peut-être revenir sur cette question de définition d'un déchet comme ressource? Est-ce qu'il est toujours perçu comme tel? Oui, ben c'est bien un des problèmes majeurs auxquels nous devons faire face. Les mots ont un sens et les mots ont du poids. Nous sommes contraints par un cadre juridique qui réglemente le commerce international des déchets, alors que, en ce qui nous concerne, et ça a déjà été dit dès le début de cette réunion, nous ne traitons pas des déchets, nous traitons des matières recyclées, nous traitons des matières de valeur, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, de façon à changer le mindset, l'état d'esprit à l'égard de ces matières, que nous avons créé le Global Recycling Day en 2018. C'était de changer cette perception et de communiquer pas simplement avec les décideurs, mais même le grand public, de façon à faire comprendre que ces matières sont une ressource. On l'a d'ailleurs appelée à cette occasion la 7e ressource. Et là où certains voient des déchets, nous voyons de la valeur, nous voyons des matières, et c'est tout l'enjeu de notre combat, c'est de faire comprendre que ces matières ont de la valeur, que c'est un commerce international, et il faut absolument se dégager de cette notion de déchet. Alors, les termes que nous employons varient suivant les régions du monde. Aux États-Unis, on dit scrap. En Europe, on dit matière recyclée, matière recyclable, raw materials ou secondary raw materials. Bon, bref, on est très créatif sur les définitions. On se heurte d'ailleurs dans certaines régions du monde sur le fait que le mot déchet n'est pas facilement traduit. Donc voilà, c'est aussi un débat sémantique, mais les mots, encore une fois, en matière politique, ont du poids. Et c'est donc un peu l'objet du GRD, c'est de faire changer la vision concernant les déchets. Et c'est la dernière fois que j'essaierai de le dire. La dernière fois que, pardon ? Que vous essayerez de le dire. C'est la dernière fois que je le dirai. D'accord. Maintenant, on a bien compris, vous ne parlerez plus de déchets, mais de scraps, ou du moins, vous sortirez justement de ce mot qui peut être... Oui, tout à fait. Mais en anglais, vous voyez, c'est pas du tout la même connotation. On a l'impression que, effectivement, la matière a déjà plus de valeur. Alors, vous l'avez dit, les mots ont un sens, les réglementations aussi, et entraînent, pas que des débats sémantiques, mais qui peuvent être perçus comme des vraies contraintes économiques. Emmanuel Katrakis, est-ce que justement vous pouvez nous résumer, nous expliquer quelle est cette nouvelle réglementation qui a été mise en place très récemment, enfin du moins il y a entre les 2-3 dernières années, et quel impact cela peut avoir sur votre secteur et sur votre activité? Alors, il n'y a pas une seule réglementation, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que, et vous l'avez dit d'ailleurs dans votre introduction, on a une sorte de Big Bang législatif
la nouvelle commission, en tout cas la commission d'Ursula von der Leyen, il y a 3 ans de ça, a décidé de faire du Green Deal sa priorité numéro 1, et ceci n'a pas changé malgré les différentes actualités très tristes justement actuellement. Et donc on a tout un paquet, un nouveau plan d'économie circulaire avec le Green Deal qui a été annoncé fin 2019 et ensuite en mars 2020, en plein début du Covid. Et donc il y a toute une série de législations qui sont en train d'être mises en place, des législations qui ont trait à de la révision de réglementations qui existent déjà, mais en essayant d'aller beaucoup plus loin. Alors, il y en a 2 qui sont assez emblématiques. L'une qui est en train d'être terminée actuellement sur le recyclage des batteries, qui est très stratégique, et qui vise non seulement à faire en sorte qu'on va mieux collecter et recycler, mais également regarder sur la phase de production, la phase de conception et de production et d'utilisation. Donc, il y a pour la Commission européenne une volonté d'avoir une vision relativement globale lorsqu'on va refondre ou proposer de nouvelles législations, de ne pas regarder uniquement la fin de vie, mais également le début de vie. On a une nouvelle législation qui va être proposée incessamment sous peu, par exemple sur le recyclage des déchets d'emballage ou encore le recyclage des voitures. On aura a priori la même approche. Pour nous, recycleurs, ce qui est important, c'est d'avoir des mesures visant à incorporer des matières issues du recyclage pour faire en sorte qu'on ait une demande qui nous permette d'investir sur le long terme et d'avoir une économie qui soit plus circulaire. Et enfin, parce que je pense que c'est également l'objet du débat, une réglementation qui est sur la table qui vise à réviser les règles de transfert transfrontalier de déchets. Donc, je vais malheureusement devoir prononcer ce mot, de déchets entre les pays de l'Union européenne et en dehors des pays de l'Union européenne. Et là, malheureusement, on a un écueil sur le fait qu'on met un peu toutes les différentes matières dans le même panier et que malheureusement, les règles ne distinguent pas suffisamment entre effectivement le déchet et la matière qui a été recyclée, qui répond à des normes de qualité, qui peut être utilisée directement dans un outil de production. Et là, je veux faire le lien avec ce qu'a dit Marcel Jeunet dans son introduction. Voilà, et là on va donner la parole tout de suite à Olivier François pour peut-être rebondir sur ces problèmes d'exportation limitée, enfin qui sont en discussion pour les limiter hors Union européenne. On revient encore une fois à une problématique de sémantique puisque on va limiter les déchets en général, donc peut-être les matières premières. Je rappelle que vous n'êtes pas uniquement le président d'Euric, mais aussi le directeur du développement d'une entreprise, d'un acteur qui s'appelle Gallo, et c'est peut-être sur cette casquette-là de directeur du développement de Gallo que je vous interroge par rapport à cette réglementation. Alors, on va y revenir. Je voudrais juste effectivement rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport à ces questions, effectivement. Je pense qu'il faut même revenir sur ce qu'a dit Brice Lalonde tout à l'heure. C'était vraiment tout à fait important quand il a fait son rappel historique de la profession et de ce qu'il a vécu lui-même en tant que ministre de l'Environnement. Et en fait, il faut bien voir que nous sommes aujourd'hui sur ce problème juridique de définition du déchet, nous sommes en fait ancrés dans un processus qui est très ancien puisqu'il date des années 70. La première directive européenne des déchets date de 1975. Et évidemment, cette directive à l'époque, elle avait un objectif extrêmement important, et Brice Lalonde l'a rappelé tout à l'heure, c'est vraiment d'essayer de résoudre des problèmes de scandales de mise en décharge sauvage qui existait à ce moment-là. Il y avait même des déchets dangereux qui allaient par flux entiers dans des trous. Aujourd'hui, ça paraît incroyable, mais en fait, c'était pas si vieux que ça. C'était dans les années 60, 70. Et donc, on a effectivement le poids de cette réglementation de 75 toujours sur les épaules. Parce qu'en fait, cette première directive européenne de 1975 sur les déchets, qui est complètement focalisée sur l'élimination des déchets, comment bien éliminer les déchets, elle est toujours là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la directive cadre déchets, qui a subi de nombreuses évolutions depuis 1975, mais c'est toujours la même. Ça veut dire qu'on est un corps sur le plan juridique avec un encadrement qui est très focalisé élimination. Alors que, ça vient d'être dit par plusieurs intervenants, nous pensons le déchet, bien sûr qu'on pense le déchet parce que c'est notre ressource. C'est vraiment aujourd'hui un retournement complet où ce que nous cherchons à faire, c'est à produire des matières premières, et certes à partir de déchets, mais le déchet n'est qu'un point de départ pour justement produire ces matières premières. Eh bien, en effet, comme l'a dit Emmanuel Katrakis à l'instant, on sent que la Commission européenne, les institutions européennes en général,
mesure ce changement, mais très lentement. Et aujourd'hui, on a vraiment encore ce contexte très lourd d'élimination du déchet qui pèse sur nous. Et juridiquement, voilà, c'est effectivement ce qui a été dit aussi par Arnaud Brunet. On a ce terme juridique et toutes les conséquences qui vont derrière qui sont très pesantes. On devrait pouvoir amorcer un virage plus important très rapidement, puisque depuis ce mois de janvier, la Commission européenne a décidé la refonte précisément de cette directive cadre déchets. Donc là, nous, en tout cas, en tant que Juric, on va vraiment essayer de faire entendre à la Commission européenne qu'elle doit mesurer ce changement, ce passage du tout élimination, ok, il faut éliminer, oui, mais ça c'était les années 60, 70, mais ça on sait faire aujourd'hui dans nos pays, à ce passage production de matières premières. Et ce virage est en cours, mais il faut vraiment aller plus loin pour qu'on soit vraiment, enfin vous le voyez bien aujourd'hui, on ne cesse d'en parler, on a des problèmes de matières premières, les cours des matières premières montent à des altitudes qu'on a connues rarement, identiques pour l'énergie, mais nous ici on est là pour parler des matières premières. Donc ça traduit bien le fait qu'il y a des tensions majeures sur les matières premières. Nous on est là pour mettre des matières premières sur le marché, donc pour résoudre ces tensions. Et c'est un petit peu dans tout de ce carrefour où tous ces éléments se télescopent, qu'on essaye d'attirer l'attention des décideurs européens, de prendre des mesures. On comprend qu'ils veulent prendre des mesures sur effectivement l'exportation des ressources que nous produisons, nous, en tant que recycleurs en Europe. Mais voilà, on essaye quand même aussi d'attirer leur attention sur le fait qu'il faut qu'ils pèsent proportionnellement. Vous savez bien que, enfin, moi je ne suis pas juriste, mais s'il y a des juristes dans la salle, vous savez bien que le critère de proportionnalité est un critère essentiel en droit. Et là, on parle de quoi? Notre métier, si vous voulez, si on remonte 20 ans en arrière, en tant que producteur de matières premières, notre métier, il y a 20 ans, était un métier purement commercial. Aujourd'hui, notre métier est complètement piloté par la réglementation. Ça, enfin, puisque vous évoquiez ma société, la société Gallo, c'est vraiment dans nos entreprises, c'est une prise de conscience aussi fondamentale de vraiment comprendre que c'est la réglementation aujourd'hui qui pilote nos activités de façon très profonde. Et c'est pourquoi beaucoup d'entreprises et de représentants qui sont ici aujourd'hui de ces entreprises s'investissent dans nos fédérations, qu'elles soient au niveau national ou au niveau européen ou, comme Arnaud Brunet parlait du BIR, au niveau mondial. Il faut qu'on s'investisse dans ces fédérations parce que ce sont ces fédérations qui peuvent certainement pas écrire les réglementations, hein, ça nous échappe, mais au moins essayer de discuter avec les régulateurs, avec ceux qui rédigent ces projets de réglementation pour que quelque chose du plus intelligent possible puisse aller dans une direction de sauver les ressources et de sauver nos métiers. Parce que la régulation peut entraîner des désastres dans notre métier. C'est le cas, par exemple, si en effet ces questions d'exportation venaient à arriver à une interdiction d'exportation, par exemple pour l'acier, et M. Genet pourra en parler bien sûr dans le prolongement. Aujourd'hui, nous exportons au niveau de l'Union européenne 20 millions de tonnes d'acier recyclé parce que tout simplement, il n'y a pas de consommateurs en Europe. Si jamais une telle interdiction devait nous tomber sur les épaules, il est évident que le cours de l'acier recyclé s'effondrerait en Europe et ça serait une tragédie pour les entreprises de la profession. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin, mais c'est vraiment des questions très importantes, je pense, sur ce sujet-là sur lequel il faut raconter. Vous ne voulez pas aller plus loin, mais pour autant, vous avez prononcé des mots très forts. Hein. Désastre, tragédie. Je ne sais pas si on peut tellement aller plus loin après. Derrière, en tout cas, le pire n'est jamais certain, on est d'accord, mais ce sont des mots quand même qui pèsent, qui sont très forts. Avant de donner la parole à Marcel Genet, Axel Darru, vous souhaitiez réagir? Oui, je pensais surtout qu'il fallait plus loin qu'aller la simple réduction du déchet, aussi la réduction sur l'utilisation des matières premières. C'est aussi tout l'enjeu que porte le collectif. Et donc là où on va s'entendre, c'est évidemment la question de la fin du gaspillage. Donc faire en sorte qu'on ait de plus en plus de contenu recyclé dans les produits, ce qui stimulera forcément après d'ailleurs la demande et la compétitivité matérielle au sein du marché intérieur. Une des mesures qu'on porte au sein du collectif, c'est de se dire, in fine, en 2040, il ne faudra pas qu'il y ait des produits uniquement avec du vierge, il faudra forcément qu'il y ait une partie de recyclé. Et donc ça pourra être décidé au niveau national et au niveau européen, et ça pourra aussi driver derrière la compétitivité matière. Derrière, il faut aussi donner les outils aux consommateurs, forcément, donc avec une hausse du pouvoir d'achat, avec une TVA réduite, pour justement donner accès à certaines typologies de produits qui sont plus durables et qui tendent vers l'économie circulaire. Et donc là, on ne parle pas uniquement de recyclage, on parle aussi de réemploi et de réduction. Donc derrière, si on structure une offre, il faut aussi derrière répondre à une certaine demande. Et in fine, du coup, aussi relancer
l'industrie et relocaliser l'industrie. Parce que forcément, si aujourd'hui on est en train de garder les déchets au niveau européen, il faut aussi pouvoir structurer les filières et donc du coup avoir ce driver économique qui puisse faire en sorte qu'on puisse tous mener vers une économie circulaire pour l'ensemble des matériaux. Alors l'économie circulaire, c'est justement l'un de vos objets d'étude, d'analyse et de conseil. Marcel Genet, quelle est votre perception? Ce que je voulais vous dire, c'est d'abord ce que je travaille du point de vue de l'entreprise qui transforme la matière première en nouvelle matière première. Donc je suis, mes clients, mon expérience est principalement du côté des sidérurgistes, des métallurgistes qui travaillent l'acier, le cuivre, l'aluminium, le zinc, le plomb, etc. Et également, je ne travaille pas, je n'ai donc pas d'expérience particulière, malheureusement, mais on ne peut pas tout faire, dans le recyclage des matières plastiques, du papier, du textile, des produits électroniques, des pneus, etc. Je ne peux parler que des métaux. Et parmi les métaux, comme vous savez, de loin le plus important, c'est l'acier. Donc, vu du client, de l'acheteur de ces matières premières, on est dans une situation assez incroyable. D'abord parce que les matières premières de recyclage pour les métaux sont à peu près les seules pour lesquelles il est économiquement possible et souhaitable de les recycler. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt économique à le faire au-delà de toute considération que l'on peut avoir sur l'environnement, sur le climat, sur les décharges sauvages, etc., etc. Il y a un intérêt économique. Et cet intérêt économique, il est majeur. Dans le monde, on recycle aujourd'hui 600 millions de tonnes d'acier. C'est gigantesque. Ça représente, au prix actuel, qui sont assez élevés, il faut le dire, plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. La Chine est déjà le premier. Ils recyclent, bien qu'il n'ait très peu de ferraille domestique, ils en recyclent déjà 100 millions. En Europe, quand on regarde la situation, pour la situation de l'acier, on n'a plus de minerais de fer. Il en reste un petit peu en Suède, on sait comment faire, mais c'est une quantité infime par rapport aux besoins. On n'a plus de charbon à coke, il en reste un peu en Pologne, mais à nouveau, c'est des quantités infimes par rapport aux besoins. Il ne devrait pas échapper non plus qu'on n'a pas de gaz, on n'en a pas beaucoup. Et on doit aller l'acheter chez des gens qui ne sont pas très sympathiques aujourd'hui. Donc, la seule matière première dont on dispose aujourd'hui en Europe pour fabriquer de l'acier de façon indépendante, c'est la ferraille. On en recycle en Europe 84 millions de tonnes de ferraille par an pour une production d'acier, je vous parle de moyenne des dernières années, de 160 millions de tonnes d'acier brut. Donc on est à 54% de recyclage. Grâce à cela, on évite l'importation de 110 millions de tonnes de minerais de fer qu'il faut transporter de bien loin. On évite l'importation de 55 millions de tonnes de charbon à coke, qu'il faut également importer de bien loin. Et l'on évite l'émission de 110 millions de tonnes de CO2. C'est gigantesque. Rien que cela, ça représente 3% des émissions de l'Europe de CO2. Peut-être pour conclure, Marcel Genet. Oui.
Alors, on peut faire mieux. On peut faire mieux. C'est-à-dire que nous, on a un peu plus de 50% de recyclage. Les États-Unis en sont déjà à 70%. Et quand on analyse la différence, pourquoi les Américains font mieux, ils n'ont pas la réputation des écologistes et des spécialistes. Oui. Pourquoi ils font mieux? C'est parce qu'ils sont mieux organisés. Les relations entre les entreprises qui collectent, c'est-à-dire essentiellement les personnes dans cette salle, et celles qui utilisent la ferraille, les relations américaines sont beaucoup plus matures, des relations de moyen terme, des échanges d'actionnariat, des contrats de long terme, et non pas des discussions, ce que je gagne, tu le perds, et ce que je perds, tu le gagnes, tous les mois sur le prix de la matière. On parle d'économie circulaire. Tout le monde aime l'économie circulaire. Tout le monde veut recycler. Tout le monde veut trier, etc. C'est le camp du bien. Bon. Encore faut-il que ce camp du bien ne soit pas fait uniquement d'anges, mais de gens qui discutent intelligemment sur les relations à long terme, puisqu'on ne sait rien faire d'autre avec de la ferraille que de faire de l'acier, et on ne sait pas faire autrement de l'acier économique sans utiliser de la ferraille. Donc voilà. On a besoin les uns des autres. Il faut travailler ensemble. Et justement, avoir besoin des uns des autres, mieux travailler ensemble, arriver à ce que la conversation soit la plus fluide possible, c'est l'un des objets de votre cabinet de conseil pour accompagner sur les meilleures pratiques par rapport à cette économie circulaire. Juste pour revenir un petit peu quand même sur la question de la réglementation qui était quand même au centre de cette table ronde, on a bien senti effectivement vos inquiétudes respectives, du moins pour certains d'entre vous. Juste sur la question peut-être du plastique, qui est peut-être un cas intéressant, d'une réglementation qui a eu lieu et qui peut porter ses fruits pour le plastique recyclé. L'obligation, je crois, de 25% de matière PET à l'horizon 2025 pour les bouteilles en plastique. Il me semble, enfin vous allez me corriger si je me trompe, Arnaud Brunet, est-ce qu'on n'a pas là justement un exemple d'une réglementation qui peut porter ses fruits pour la préservation de l'environnement sur cette matière qui est le plastique, pour quitter un tout petit peu l'acier? Le plastique est un cas très particulier parce qu'on n'atteint pas les mêmes taux de recyclabilité qu'on a pour les ferrailles, comme ça a été dit juste à l'instant. On n'est pas encore dans un optimum de recyclage pour les plastiques. Certains sont très facilement recyclables et d'autres beaucoup moins. Et c'est justement tout l'effort des industriels que d'investir dans des process pour pouvoir recycler tous les types de plastique. Et ce travail doit se faire également en coopération avec les fabricants de plastique, de manière à s'assurer qu'en amont, les plastiques qui sont produits, fabriqués ou utilisés sont des plastiques recyclables et qu'ils aient les bons taux de recyclabilité. Alors, les taux d'incorporation obligatoires, tels que ceux que vous mentionnez, sont évidemment un outil incitatif. Ils incitent toute la chaîne de valeur à mieux recycler et ça a été dit d'ailleurs par l'un de vos intervenants, il faut absolument promouvoir, mais dans tous les domaines, l'incorporation de matières recyclées dans les produits fabriqués. C'est une des conditions clés pour l'économie circulaire et c'est ce que nous poussons également comme type de message au niveau du BIR. Ce taux de 25% est un taux européen, donc je vais passer la parole à Emmanuel, je pense qu'il pourra commenter là-dessus, mais c'est effectivement un effort que nous souhaiterions voir mener au niveau global, de forcer les fabricants à incorporer plus de matières recyclées, ce qui donnerait plus de marge de manœuvre pour les recycleurs que nous sommes. Emmanuel Katrakis, la balle vous a été envoyée de Bruxelles à Bruxelles. Une sorte d'économie, de circuit court en fait. Hein. Effectivement, et je remercie Arnaud. Non, je pense que c'est une révolution copernicienne ce qui s'est passé avec la directive sur les plastiques à usage unique, puisque cette directive avait été proposée par la Commission européenne sans obligation d'incorporation dans sa première mouture. Et ensuite, c'est le Parlement européen qui, lors de l'examen du texte, a déposé des amendements qu'on avait effectivement poussés pour
inclure ces obligations d'incorporation en commençant par un polymère qui est facilement recyclable, le PET, 25% en 2025 et 30% pour toutes les bouteilles en plastique à l'horizon 2030, quel que soit le polymère utilisé. Et ce qu'on a vu, alors pourquoi révolution copernicienne? Parce que pendant ces 40 dernières années, toute la législation européenne sur les déchets se focalisait uniquement sur l'offre et non sur la demande. On a eu effectivement, et Olivier l'a très bien dit, énormément de réglementations visant à la protection de l'environnement et de la santé humaine, faire en sorte que effectivement l'élimination, la collecte, la hiérarchie des déchets, se fasse de manière optimale. Mais on n'avait aucune obligation d'incorporation dans les législations cadres ou les législations sectorielles. Et donc là, c'est un plafond de verre qui a été brisé. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu pour la première fois une décorrélation entre les prix du pétrole et les prix du PET, et notamment du PET recyclé, ce qui était ô combien important lorsque les prix ont dévissé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, durant le premier semestre 2020 avec effectivement la première crise Covid en Europe, ce qui a permis aux recycleurs de plastique, et notamment de PET, d'avoir une bouée de sauvetage et de continuer à investir. Ce qu'on voit également, c'est qu'on a beaucoup de capacités qui sont en train d'être installées en Europe pour répondre à ce besoin, puisque les producteurs aujourd'hui de bouteilles en plastique veulent déjà afficher qu'ils dépassent ces objectifs de 100%. Et je vous invite souvent, lorsque vous prenez votre bouteille en PET à regarder, vous allez voir qu'un certain nombre de producteurs affichent déjà 100%. Donc on est passé d'un cercle où on avait vraiment des problèmes à un cercle beaucoup plus vertueux, puisqu'on a stimulé la demande. Et effectivement, ces obligations d'incorporation ont vocation à être généralisées pour tendre vers une économie plus circulaire. Et en plus de ça, puisque en plus c'est très important, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale du recyclage, mieux internaliser dans le facteur prix les économies de CO2, les économies d'énergie, une réduction d'impact sur la biodiversité que permet le recyclage en substituant les matières premières vierges. Voilà. Axel Darru, peut-être justement pareil, une question presque de périmètre de définition concernant l'économie circulaire. C'est vrai que quand on est comme en BOC un petit peu comme moi, on a l'impression que l'économie circulaire, ça ne doit pas trop sortir de nos frontières. Or, il y a toute une question justement d'une économie circulaire qui serait internationalisée. Oui, bah vous l'avez très bien dit. L'idée, c'est aussi de garder la ressource au sein du marché. C'est pour ça aussi qu'on s'aligne avec cette position de se dire il faut du contenu recyclé, mais il faut aller plus loin que le simple PET. Le PET, c'est une réussite. On l'a vu, comme vous l'avez très bien dit, dans la directive plastique à usage unique. Maintenant, via l'initiative Produits durables et via la révision de la directive 4 déchets, et via ce qui est poussé aussi également par la France dans le cadre de la présidence française et de ce qui a été fait dans le cadre législatif français avec la loi AGEC et la loi Climat et Résilience, il faut qu'on puisse avoir un effet vertueux sur d'autres filières et que ça permette aussi de faire des petits après au niveau international. Vous parliez des États-Unis, justement, j'en reviens tout juste. On voit qu'il y a des questions qui se posent sur aussi la structuration de filières à responsabilité élargie du producteur, qui est aussi un objet très incitatif derrière pour intégrer de la matière via l'éco-modulation, via derrière une fiscalité qui soit incitative et pas uniquement du coup des objectifs contraignants de contenu recyclé. Parce qu'on sait que les objectifs de contenu recyclé peuvent être un indicateur, mais que derrière, il faut aussi derrière avoir un vecteur prix. Et donc c'est là où c'est très important derrière pour avoir toutes ces conditions pour accompagner cette économie circulaire, tant à l'échelon européen qu'à l'échelon international, d'autant plus qu'on essaie de garder ces ressources maintenant au niveau européen. Olivier François, peut-être sur la question de l'opérationnalité, enfin du moins de ce dont on dispose à l'échelle européenne et peut-être à l'échelle française sur cette capacité que l'on a à avoir l'innovation, les industries, la volonté de pouvoir répondre à cette demande qui va sans doute être accrue. Alors, si on continue sur le champ des plastiques en particulier, puisqu'effectivement c'est un domaine dans lequel, il faut le reconnaître, c'est une matière jeune. D'ailleurs, les matières plastiques, si vous regardez la production mondiale, c'était quasiment zéro en 1950. Enfin, il y avait la bakélite, les vieux téléphones de grand-mère, voilà, bon, mais enfin, c'était vraiment marginal. Donc le plastique est vraiment une matière qui a démarré à partir des années 50. Bon. Et évidemment, elle souffre de maux de jeunesse, en quelque sorte. Et c'est clair que c'est une matière qui est tellement... Enfin, moi, je suis chimiste de formation, donc c'est une matière qui offre tellement de possibilités en matière de marketing, tellement d'innovation. Donc, on multiplie les polymères. Super. C'est des choses qu'on a connues dans le domaine de l'acier. L'acier a aussi connu sa phase où il y avait des dizaines et des dizaines d'alliages
ah, c'était super. Sauf qu'à un moment donné, les aciéristes ont dit, il faut arrêter ça. Il faut se concentrer sur quelques alliages, et c'est ça qu'il faut faire. Il faut à un moment donné rationaliser une matière ou une famille de matières. Les plastiques ne sont manifestement pas encore entrés dans cette phase de leur vie, hein. Mais il va falloir y arriver. Et ce n'est pas tout à fait ce qu'on observe en ce moment, hein. Ça continue au contraire, au niveau universitaire, académique, de multiplier. Enfin, il suffit de lire, hein, les journaux tous les jours. On invente des nouveaux polymères, tous dotés de propriétés les plus merveilleuses, etc. Mais c'est une folie, quoi. Parce que là, si vous voulez, on ne peut pas rentrer dans une économie circulaire si on a affaire comme ça à une explosion de matières, toutes certes très intéressantes, mais je veux dire, ça devient ingérable. Donc il y a vraiment une pensée, qui devrait se mettre en place, mais bon, ça a été évoqué encore aussi ce matin par Brice Lalonde. C'est-à-dire, on doit penser éco-conception. On le sait dans la profession depuis des dizaines d'années, hein. C'est un terme qui revient régulièrement, l'éco-conception, mais qui n'existe pas. Comme l'a dit Brice Lalonde ce matin, les ingénieurs, il a parlé, je crois, hein, de la fiche produit, hein, de qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur produit. Pour le moment, c'est un ingénieur qui prend ce produit, pas du tout à la fin de vie du produit. Voilà. Alors, ça va commencer à changer, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, vous évoquez les principes d'innovation. Bien sûr qu'on travaille sur le recyclage de plastique qui ont été mis sur le marché. Le problème, c'est qu'il y a un énorme écalage entre le moment où le plastique est mis sur le marché et le moment où on le recycle. Le pire pour nous, mais c'est pourtant un gisement très important, c'est l'automobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ADEME, l'Agence de l'environnement, produit chaque année un rapport sur le recyclage de l'automobile en France, mais c'est pareil dans les autres pays européens. L'âge moyen où on recycle l'automobile, c'est 20 ans. 20 ans, un âge moyen. Donc, vous voyez, donc, c'est considérable. Entre le moment donc, où un début d'éco-conception va voir le jour, ce que l'on appelle de nos voeux, hein, pour le moment, hein, et le moment où on va recycler effectivement l'objet, c'est très très loin. Donc on travaille dans le secteur de l'innovation parce que pour les plastiques, c'est nécessaire, mais on a aussi à composer avec cet énorme décalage dans le temps. Ce qui n'empêche pas de faire des choses. On a aujourd'hui, et maintenant depuis plus de 20 ans, le recyclage du polypropylène qui est utilisé par exemple dans les automobiles. C'est à peu près la moitié, si vous voulez, du poids de plastique dans une automobile, c'est pratiquement du polypropylène. Donc ça fonctionne depuis 20 ans. Ce polypropylène, on est capable de le réutiliser dans les véhicules neufs. Il y a donc en effet des expériences qui fonctionnent et sur lesquelles on peut s'appuyer pour justement articuler nos arguments et au niveau de la régulation, de demander à ce qu'une réflexion plus globale ait lieu, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est ça dont on souffre, hein. On n'a pas de pilote dans l'avion, hein, si je puis me permettre cette expression. C'est ça. Ce qui est une nouvelle fois forcément un petit peu inquiétant, s'il n'y a pas de pilote dans l'avion. On verra bien où est-ce qu'on atterrit. Juste pour aller peut-être de l'autre côté du spectre, Axel Daru, dans l'une des propositions aussi que votre collectif peut émettre, c'est celle de relancer un petit peu le pouvoir d'achat du consommateur lui-même, parce qu'au final, on parle beaucoup d'industrie, on parle beaucoup de fabrication, mais au bout du chemin, il y a quand même le consommateur. Oui, c'est que derrière, si on fait des efforts d'éco-conception, qu'on intègre le contenu recyclé, il faut aussi que derrière qu'il y ait une demande du côté consommateur. Donc une des mesures qui est portée par le collectif, c'est aussi de se dire on va aller vers une TVA réduite qui va du coup être une discussion qui est également européenne forcément parce qu'on est sur un cadre de la fiscalité et qui va pouvoir permettre aux consommateurs d'avoir également une incitation à aller chercher des produits plus vertueux, notamment des produits dont on a fait un effort d'éco-conception, dont on a intégré derrière du contenu recyclé, mais pas uniquement, parce qu'évidemment le recyclage est une solution, mais il faut analyser maintenant aussi les autres incitations qui sont la complémentarité des solutions, qui sont également la réduction à la source et le réemploi, et donc du coup l'économie de fonctionnalité, l'économie du produit, et donc c'est pour ça qu'on prône du coup cette TVA réduite derrière, pour amener vers des comportements plus vertueux d'un point de vue environnemental, pour que l'économie circulaire réponde à la fois aux enjeux de carbone, mais aussi de biodiversité, donc par exemple du vrac, de la réparation, du réemploi. Et derrière, ça va créer aussi des dynamiques économiques avec d'autres secteurs et d'autres filières. Merci. Juste pour revenir aussi dans le contexte actuel. Alors vous avez, Marcel Genet, parlé du conflit de la russo-ukrainien et de la guerre en Ukraine qui a effectivement des impacts. L'autre actualité majeure de notre temps, c'est les élections présidentielles qui arrivent dans 3 semaines. On voit d'ailleurs que ces deux sujets peuvent s'hybrider également et l'un peut impacter sur l'autre. Comme on est donc à quelques semaines d'une échéance électorale importante ici dans notre pays, je vais vous demander un petit exercice spontané, impromptu à tous les 5. Si vous étiez
étiez justement à la place d'un candidat ou si vous souhaiteriez faire peser chez un candidat une proposition, un axe fort pour aller vers soit une meilleure réglementation, une meilleure vision de vos marchés, quelle serait-elle? Alors je vous mets un petit peu à l'épreuve tous les 5. Je crois que cette saison, justement, de prendre la parole et de s'exprimer sur ces questions-là, on devait peut-être d'ailleurs avoir ici les candidats ou leur porte-parole. Ça sera vous tous les 5. On va commencer d'ailleurs par Olivier François. S'il y avait une mesure, une préconisation, une orientation, quelle serait-elle? Alors, c'est un sujet sur lequel j'ai récemment eu l'occasion de penser, donc ça tombe bien. Dans le cadre du rapport annuel du Bureau international du recyclage, qui effectivement publie un excellent rapport annuel, j'invite tous ceux qui sont intéressés par ces sujets de recyclage de s'y plonger. Moi, j'y intervenais dans ce tout récent rapport annuel qui va sortir là dans quelques semaines sur la partie justement de ma responsabilité au sein du BIR, qui est la session environnement de réglementaire du BIR. Et le point sur lequel j'ai vraiment insisté dans mon intervention dans ce rapport annuel, c'est l'énergie. Alors vous me direz quel rapport avec le recyclage? C'est que sans énergie, nos sociétés ne peuvent vraiment rien faire. Il y a d'autres gens qui le disent beaucoup mieux que moi. Je pense que ceux qui suivent les travaux ou les conférences de Jean Covici, par exemple, sont sensibilisés à ces questions. Je veux dire, nos sociétés modernes dépendent totalement des ressources énergétiques. Aujourd'hui, les matières premières sont impactées par d'abord les plans de relance qui ont été mis sur la table à partir de 2020 pour lutter contre les effets négatifs du Covid. C'est-à-dire que, OK, les matières premières aujourd'hui sont à des valeurs colossales, ainsi que l'énergie, mais ça ne part pas de la guerre en Ukraine. Ça part depuis déjà l'année dernière, depuis presque un an, avec ces plans de relance colossaux qui ont été mis sur la table par des tas de pays. Regardez aux États-Unis, l'infrastructure, le plan Biden, 1000 milliards de dollars en infrastructure. Oui, mais c'est quoi l'infrastructure? L'infrastructure, c'est que de l'acier. Je veux dire, pratiquement, quoi. Donc, après, il ne faut pas s'étonner que vous avez des envolées colossales au niveau des matières premières, parce que les gens, voilà, ils répondent aux appels d'offres des marchés publics, on va faire des infrastructures, super, voilà, bon, très bien. Sauf que, pour pouvoir faire des infrastructures, il faut de l'acier, il faut de l'énergie. Parce que je veux dire, vous ne faites pas des infrastructures sans aujourd'hui des machines colossales. Ces machines marchent avec des consommations d'énergie colossales. Donc, personnellement, et ça aurait déjà dû être, enfin on dit gouverner c'est prévoir, ce n'est pas le problème de l'élection présidentielle là. Ça fait au moins 3 mandats pour ce qui nous concerne, 15 ans, que nos gouvernements malheureusement sont complètement à la ramasse sur cette question de la gestion de l'énergie. On a fait des impasses sur la gestion de l'énergie qui sont très graves et dont malheureusement, on récolte les fruits négatifs aujourd'hui. OK, la guerre de l'Ukraine vient compliquer encore les choses, mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris à bras le corps le fait qu'on avait besoin de sécuriser nos approvisionnements énergétiques parce que toutes nos sociétés sont littéralement suspendues à ça. Vous coupez ces petites ficelles et tout s'effondre. Le recyclage s'effondrera. On ne pourra pas construire quoi que ce soit à base de matériaux recyclés si on n'a pas une abondance énergétique. Abondance énergétique, pas un petit bricolage. Donc, et ça c'est vraiment la première chose qu'un président de la République, par exemple en France, mais toute puissance occidentale devrait penser. On doit avoir l'abondance énergétique. Si on ne l'a pas, et ça a été dit par d'autres gens, on aura de graves problèmes sociaux. Parce que ça va retomber à tous les niveaux. Ça va retomber sur l'agriculture. L'agriculture ne marche pas sans tracteur, sans énergie. Donc pas à manger. Alors il faut que les gens mangent tous les jours. Voilà, ça c'est ça. Voilà, donc on a bien compris votre message fort de remettre l'énergie au centre du débat. Même question pour vous, Arnaud Brunet. Alors, bien qu'étant français, je me garderais bien, du fait de ma position dans une organisation supranationale, de donner des conseils aux candidats à l'élection présidentielle en France. En revanche, je me ferai un plaisir de donner un message à tous les dirigeants du monde concernant l'économie circulaire, qui est que la réalité de l'économie circulaire, c'est qu'elle est largement mondiale. Pour une raison très simple, c'est que les zones de production de déchets, je suis obligé d'utiliser ce terme, les zones de production de déchets n'ont pas la capacité à absorber la totalité des matières que nous produisons après traitement.
Donc ces matières ont besoin d'aller vers les zones qui vont les utiliser, vers les clients qui sont en général en dehors des zones de production et qui sont aujourd'hui en grande partie en Asie et dans le sud-est asiatique. Donc l'économie mondiale du recyclage est une économie qui doit continuer. Or, ce que l'on voit aujourd'hui, et l'exemple dont on a discuté de la réglementation sur l'exportation des déchets et sa révision, est un exemple de barrière protectionniste qui nous semble être d'abord un frein au libre fonctionnement du marché et contre-productive à terme pour l'établissement d'une véritable économie circulaire. Encore une fois, économie circulaire ne veut pas dire simplement économie locale ou économie régionale. Voilà, c'est le seul message que je voudrais délivrer, parce que sinon je rentrerai dans les problèmes de politique française, ce que je ne veux pas faire. Non, on a bien compris, Arnaud Brunet. Vous prenez même de la hauteur, vous ne parlez pas de la France, mais de l'avenir du monde, et c'est tout à votre honneur. Marcel Genet. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moins de réglementation et plus de réflexion sur les conséquences induites par ces réglementations. Vous l'avez cité pour l'économie circulaire et mondiale. Je vais vous donner un exemple très concret que l'on peut faire, non pas en 3 mois, mais en 1 an ou 2. Aujourd'hui, en Europe, comme dans tous les pays développés, nous avons des excédents de ferraille et un déficit d'énergie. Dans les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, ils ont le problème inverse. Ils ont un excédent d'énergie et un déficit de ferraille. Donc je vous propose de trouver parmi les intervenants les entreprises qui réfléchissent à ce sujet ou qui ont peut-être les moyens de le faire, de faire des échanges de ferraille contre du gaz naturel. C'est un marché qui peut, tout le monde y gagnerait. Parce que dans les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, l'énergie, le gaz ne vaut rien. Pensez à l'Algérie, par exemple. L'Algérie est un bel exemple, puisqu'il a construit 2 unités de réduction directe pour 5 millions de tonnes de capacité. Et cette matière, qui est une matière première, peut être substituée par de la ferraille. La ferraille est surtout utilisée pour les produits longs. Et le pré-réduit est surtout utilisé pour les produits plats. En Europe, on fabrique des produits plats. En Afrique du Nord, Moyen-Orient, en Afrique en général, on utilise surtout des produits longs, puisqu'ils sont au début de leur cycle de développement. Un échange comme cela valoriserait mieux les énergies qui sont mal vendues et valoriserait mieux nos ferrailles qu'il faut aller envoyer loin, et donc des coûts de transport, etc. Ça, ce n'est possible que si l'on a des réglementations intelligentes qui permettent notamment d'exporter notre surplus. Si l'on prend un raisonnement de court terme et qui met une équation entre économie circulaire et économie locale, je sais que pour certains produits, ça peut être vrai, pour l'alimentation notamment, mais pour le circuit des matières premières comme la ferraille, je rappelle 600 millions de tonnes par an, pour ces circuits, ça doit rester des commerces mondiaux. Sinon, on perdra des opportunités économiques pour tout le monde. Très bien, voilà une mesure très concrète, Marcel Genet. Énergie contre ferraille, ferraille contre énergie. Emmanuel Katrakis, vous, président? Oui, je pense qu'il faut, moi, président, il faut penser l'économie circulaire non seulement comme une politique environnementale, mais comme une politique de réindustrialisation. Et ça rejoint parfaitement ce qu'a dit Marcel Genet, dans la mesure où, effectivement, on prend les législations les unes après les autres, et il faudrait mettre du liant et des fois moins légiférer. Moi, j'ai vraiment 3 souhaits, et là, je parle vraiment en qualité de secrétaire général d'Euric, en espérant naturellement que ce sera porté par les politiques au niveau européen et au niveau français, c'est avoir un vrai statut des matières premières issues du recyclage avec des vrais critères de ce qu'on appelle de sortie
de statut de déchet pour avoir une distinction entre le déchet non traité et la ressource, qui, elle, doit pouvoir bénéficier d'un accès libre et non faussé au marché mondial, et qui rejoint parfaitement ce qu'a dit justement Marcel Genet sur ces échanges de bon sens. Deuxièmement, mettre le paquet sur l'éco-conception, parce que c'est ce qui va permettre justement aux différents acteurs des chaînes de valeur de sortir d'une économie linéaire. J'insiste toujours sur ce point. Aujourd'hui, seuls 12% des matières premières issues du recyclage, seuls 12% des matières premières utilisées par l'industrie en Europe sont issues du recyclage. Alors ça veut dire qu'on a tous des efforts à faire. Donc, pour faire ces efforts, il faut naturellement avoir un horizon et penser la politique du produit pour qu'elle embrasse l'économie circulaire. Et troisième point, les mesures incitatives pour faire en sorte que lorsqu'on recycle, on internalise beaucoup mieux ces bénéfices environnementaux, on soit plus compétitif, notamment vis-à-vis des matières premières dites extraites. Et donc là, le contenu recyclé fait partie de ces mécanismes. La TVA réduite en fait également partie. Et donc, voilà, je pense qu'il y a 3 sous-mesures, mais vraiment un des objectifs phares, c'est de penser l'économie circulaire non seulement comme une politique environnementale, mais comme une politique de réindustrialisation, ce qui nécessite également de mettre tous les acteurs autour de la table pour justement penser ces mesures qui permettront d'arriver à cet objectif. Merci beaucoup, c'était très clair ces 3 points. D'ailleurs, je remarque que le premier revient toujours à cette question de définition et de statut de la matière. La deuxième, on a compris, l'éco-conception. C'est intéressant de rappeler ce chiffre de seulement 12%. Donc effectivement, il y a un progrès, il y a un large progrès à faire. Si on le voit de manière positive, c'est qu'on a encore une belle marge justement pour progresser tous ensemble et puis être donc plus compétitif. Et là, on revient justement à cette notion de TVA que vous pouvez indirectement évoquer. Axel Darru, vous avez le mot de la fin présidentiel en tout cas par rapport aux mesures, quelles seraient les vôtres ? Alors, celle du collectif, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'avant-hier, du coup, il y a un débat qui a été organisé par le collectif avec les partis politiques, donc avec un ensemble d'étudiants également, que l'accès au replay est possible. On a du coup un site internet, ec2022.org, où vous retrouverez également toutes les mesures du collectif. On sent le candidat déjà qui rappelle son site internet, les flyers et les goodies. Parce qu'on est là pour être sur la synthèse aussi, donc j'en profite si vous voulez aller plus loin. C'est sur le site internet. Donc le collectif propose à la prochaine ou le prochain président ou présidente de la République 5 mesures. La fin du gaspillage, donc du coup une intégration de contenu recyclé sur l'ensemble des produits avec du coup plus de vierges dans ces produits d'ici 2040. La hausse du pouvoir d'achat avec une fiscalité incitative pour l'achat et donc du coup pour répondre aux enjeux des 3 R. La relocalisation de l'industrie, parce que derrière cette relocalisation elle doit se faire pour pouvoir inciter économiquement derrière ces filières-là. Derrière avoir aussi une résilience qui puisse permettre d'accompagner le suivi des matières stratégiques, notamment au niveau national et européen. Je comprends très bien la complémentarité des deux. Et puis, in fine, derrière, aussi une stimulation de l'innovation, qui peut passer par un crédit d'impôt sur l'innovation circulaire, tout comme on a un crédit d'impôt recherche pour les entreprises, pour pouvoir stimuler cette innovation au service de l'économie circulaire. Donc on a à la fois des drivers du côté entreprise, mais aussi des incitations du côté consommateur et citoyen, pour qu'on puisse avoir tout le monde dans la boucle de l'économie circulaire. Voilà, c'est même une réflexion en méta de l'économie circulaire. On a tous les acteurs autour de la table pour œuvrer vers une meilleure économie circulaire. Puisqu'on est en démocratie directe, place maintenant aux questions de notre public. Je vous écoute, monsieur. Alors, est-ce qu'on peut avoir un micro, bien sûr? La voix des citoyens, la voix de l'audience. Je ne suis pas vraiment un citoyen, puisque je suis vice-président de Fédérec. Donc mais citoyen quand même, rassurez-moi. 100% citoyen, mais je suis dans le circuit. C'est pour ça que, justement, je voulais rebondir par rapport à ça. Compte tenu que cette journée nationale du recyclage est pour les personnes qui ne connaissent pas véritablement la vérité, ce qu'il en est du recyclage, il y a une chose importante à dire, et ça a été dit aujourd'hui, c'est qu'il y a des marchés qui sont matures. C'est du recyclage qui existe depuis la nuit des temps, la ferraille, les métaux, le papier carton, sur lequel il y a une certaine maturité qui est là sur ces articles-là, sur ces produits-là, et il y a bien évidemment ce qu'a dit monsieur, le problème de la réindustrialisation, sachant que, vous voyez, j'ai des cheveux blancs, il y a 40 ans, il y avait 10 fois plus d'usines en France qui ont été détruites malheureusement par les gouvernements respectifs au profit de l'Italie, l'Espagne et d'autres pays. Par contre, il y a d'autres produits qui ne sont pas matures, comme le plastique,
comme le textile qui est mature de longue date, mais qui a aussi beaucoup de changements. Donc je pense qu'il faudrait aussi que les gens qui ne connaissent pas sachent qu'on ne puisse pas tout mélanger quand on parle de recyclage et quand on parle de déchets ou de matières premières issues de recyclage. Parce que les problématiques ne sont pas les mêmes et les modèles économiques ne sont pas les mêmes. Les modèles économiques des métaux, de la ferraille, du papier sont des modèles économiques très matures. On connaît très bien les choses. C'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on parle notamment de certains plastiques qui nécessitent un modèle économique différent sur lequel la rentabilité pour des sociétés qui veulent éventuellement investir sur toute cette complexité auront du mal à le faire. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage, plus qu'une question, mais qui permet effectivement de remettre la question de la compréhension, de la vulgarisation au centre de la table. Et vous avez raison, et c'est pour ça qu'on a tenu justement à faire que cette table ronde soit la plus grand public possible, même si je sais bien qu'ici, vous êtes forcément très concernés par ces domaines et par ce secteur. Mais encore une fois, on en revient vraiment à une question de perception et de compréhension pour éviter tout amalgame. Est-ce qu'on a un autre commentaire ou une autre question ici dans la salle? N'hésitez pas, nos candidats sont là. Oui, monsieur. Alors, vous voulez un micro également, ce qui est bien normal, même si je pense qu'à cappella, ça pourrait marcher, mais le micro, c'est encore mieux. Merci. Comment vous voyez la taxe carbone aux frontières de l'Europe par rapport à tout ce qu'on a dit depuis ce matin? C'est une taxe. Marcel, c'est un micro. Pardon. C'est une taxe. C'est très difficile déjà à mettre en œuvre en pratique. Parce que si l'on veut faire une bonne taxe carbone, ça veut dire qu'il faut connaître le contenu carbone du produit importé. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir le tracer. Si j'importe de l'acier de Turquie qui a été produit à partir de ferraille, importé d'Europe au passage, son empreinte carbone est très faible et il ne devrait pas ou très peu être taxé. Si j'importe de la fonte solide de Russie, c'est de la fonte qui a été produite avec du charbon dans des installations anciennes et qui a un contenu carbone très élevé. Comment, en pratique, les douaniers et les réglementations vont pouvoir faire la distinction entre les produits très carbonés qui devraient logiquement être taxés et les produits peu carbonés? Personnellement, je ne sais pas. Mais il y en a peut-être des gens plus intelligents qui trouveront le moyen. Ça risque d'être une usine à gaz, mais c'est du gaz qu'on ne sait pas exploiter. Merci beaucoup, Marcel Jeunet. Olivier François, vous souhaitez réagir à cette même question rapidement, évidemment, parce que maintenant le temps nous est compté. Juste un mot, parce que, c'est très important, parce que la comparaison que vous venez de faire, effectivement, entre l'acier turc et l'acier chinois, on sait que l'acier chinois est fait, en effet, pour le moment, majoritairement dans des hauts fourneaux, à l'acier turc par des aciéries électriques. Oui, sauf que les aciéries électriques turques tournent avec une électricité qui est faite à partir de... Voilà. Donc c'est là où on voit bien effectivement que la question de cet ajustement carbone aux frontières est délicat, parce qu'il faut savoir, comme toujours, à quel niveau on pose la question. Est-ce que c'est purement au niveau de la production, voilà. Est-ce qu'on pose la question un tout petit peu plus loin sur l'analyse du cycle de vie? Et quand on rentre dans les analyses de cycle de vie... On n'est pas sorti. Exactement. Axel Darru. Ouais, peut-être pour compléter, on voit du coup côté Commission européenne qu'effectivement il y a un sujet qui a été posé, que c'est une priorité de la présidence française de l'Union européenne. Côté Parlement, c'est plutôt intéressant, on voit justement des signaux pour élargir ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Après, derrière, il faut être sûr justement de cette traçabilité, prendre en compte les filières, mais surtout aussi également faire le lien avec le système ETS pour être vigilant par rapport aux quotas gratuits. C'est vraiment important de pouvoir faire le lien pour justement pas désinciter derrière. Et faire attention justement à cet enjeu qui est aussi européen et international pour aussi favoriser les activités qui soient européennes et élargir le plus possible justement pour aussi être un vecteur de compétitivité matière. Alors, on doit bientôt clore cette table ronde, mais j'ai quand même une question sur Internet. C'est toujours compliqué quand les questions ne trouvent pas de réponse. Alors, est-ce que quelqu'un est capable de me faire rapidement cette réponse à cette question d'une internaute qui nous demande quelles sont les perspectives réglementaires européennes concernant la montée du CSR et du recyclage chimique? Emmanuel, vous avez levé la main. Ce n'était pas pour répondre à cette question, mais c'est trop tard.
Non, mais sur le CSR, on n'a pas l'impression que ça avance beaucoup. Sur le recyclage chimique, il y a un lobbying très très fort qui est fait par l'industrie chimique pour avoir une réglementation qui permette de développer le recyclage chimique. Je pense qu'on aura besoin vraiment d'une autre table ronde pour pouvoir discuter de la complémentarité entre les différents process. Aujourd'hui, ce qu'on voit, notamment pour les plastiques, c'est que le process le plus mature reste le recyclage mécanique et que quand on dit recyclage chimique, c'est un contenant, il y a différents process qui sont très différents. Ils peuvent être complémentaires à condition effectivement d'être à la fois compétitifs et d'ajouter une plus-value. Je vais faire ça de manière très très simple, mais les choses d'un point de vue réglementaire sont amenées à évoluer sur les questions du recyclage chimique sans pouvoir dire à l'heure actuelle comment, puisque ça fait partie des sujets qui sont discutés dans le cadre des révisions des différentes directives qu'on a entreaperçues lors de ce débat. Merci beaucoup pour cette réponse à cette question. Merci à tous les 5 d'avoir joué le jeu et merci pour vos éclairages. Vous avez parlé justement d'abondance énergétique. Alors je vais peut-être demander au public de vous applaudir avec abondance exactement, sans modérer votre énergie. Donc merci à vous, merci depuis Bruxelles, donc à Emmanuel Katrakis et Arnaud Brunet. Merci d'avoir participé, merci à Olivier François, Marcel Genet et Axel Daru. Et cette journée continue. Merci à vous pour votre écoute.